On va se tourner tout de suite vers notre invité ce soir, Jean Boivin, qui est directeur général de l'Institut d'investissement BlackRock, qui est avec nous en studio ce soir. Bonsoir, M. Boivin. Bonsoir, M. Fillon. On parle beaucoup de la résilience de l'économie. Comment vous qualifiez l'état de l'économie en ce moment? Est-ce qu'on a le droit de parler de résilience économique? Donc, je pense qu'il y a un décalage qui est assez marqué, en fait. Effectivement, on entend beaucoup dans le commentaire consensuel que l'économie américaine est plus globalement et surprend la hausse, résiliente, forte. Même le chairman Powell utilise le mot forte. Mais en réalité, je pense qu'il y a un peu un problème de perspective. Je pense que l'expérience qu'on pourrait tous faire un peu, c'est si quelqu'un s'est endormi en 2020, janvier 2020, puis se réveille aujourd'hui, et qui regardait à où on est maintenant et qu'est-ce qui est en avant de nous, le constat qu'il ferait sans savoir ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'on est dans situation pas mal plus faible qu'on était où on pensait être 4 ans plus tard en 2020 ou 3 ans plus tard. Et là, malgré ça, on dit qu'on est dans une situation forte et résiliente. Je pense que c'est parce qu'on indexe beaucoup sur le fait qu'on a creusé un trou à cause de la COVID. On en a ressorti, ce qui est bien, ce qui est une bonne chose. Mais en même temps, on est ressorti dans un monde qui est plus faible qu'il était auparavant. Et c'est pas vraiment qu'on a décollé. On n'est pas en train d'atterrir de façon douce ou en douceur ou pas. C'est vraiment qu'on est en train de sortir de terre et de... Oui, on essaie de sortir de cette situation-là avec une inflation, avec des guerres qui sont en cours et avec des taux d'intérêt qui ont beaucoup monté, qui vont rester élevés longtemps. Oui, et en fait, je pense que c'est pas simplement une question de banque centrale. Donc, on parle beaucoup de la décision de la banque demain qui risque fortement de maintenir les taux où ils sont présentement. Mais à ce stade-ci, pour les années à venir, je pense que c'est pas juste une question de ce que les banques centrales vont faire. On est dans un environnement qui a nécessité un ajustement des taux d'intérêt à un niveau maintenant qui va être une nouvelle normale. Peut-être plus autour de 5 % quand on parle des taux à plus long terme aux États-Unis et en conséquence, peut-être pas aussi élevés au Canada, mais qui vont être ancrés par ce qui se passe aux États-Unis. Et ça, c'est plus général que les banques centrales. C'est dû à un environnement où on a une dette élevée. Il y a eu beaucoup de dépenses budgétaires qui ont été faites au cours des dernières années, donc ça va nécessiter, ça va mettre des pressions sur les taux. Et les investisseurs dans les marchés obligataires sont en train d'expérimenter présentement une volatilité très, très forte, qui fait en sorte qu'ils se rendent compte que investir dans des obligations vient avec des risques. Et pour se faire compenser pour ces risques-là, à plus long terme, on pense que ça va nécessiter des taux qui se maintiennent plus ou moins à ce niveau-ci. Et donc, malheureusement, même si les banques centrales baissent les taux, éventuellement, je ne pense pas que ce sera aussi rapide que le budget. Vous ne croyez pas qu'en 2024, on va commencer à baisser les taux? C'est pas clair pour nous du tout qu'on baisse les taux en 2024. Donc, et les marchés continuent à repousser le moment où ça va être à la baisse. Donc, je pense qu'on va continuer à repousser ça un peu plus dans le futur. Mais même lorsque ça arrive, c'est pas clair que les taux à plus long terme, eux, vont se mettre à baisser non plus. Mais ça veut dire donc un ralentissement de l'économie encore plus important? Je pense que ça fait partie de l'environnement plus faible dans lequel on est maintenant. Oui. C'est pas nécessairement une récession auquel on fait face, mais c'est un environnement où la croissance est vraiment limitée. Et donc, c'est pour ça qu'avant de s'emballer trop avec la résilience et la force apparente, sous-jacent à ça, je pense qu'il faut se faire à l'idée qu'en 2024, on va avoir une croissance relativement faible avec des taux qui demeurent plus élevés qu'on était habitué au cours des dernières décennies. Et on s'ajuste à ça, mais ça prend un ajustement. Si on ne voit pas de baisse de taux, peut-être en 2024, est-ce qu'on voit des hausses de taux encore? S'il n'y en a pas demain au Canada, est-ce que c'est quand même la fin de toutes les hausses de taux, selon vous? Donc, je pense que la bonne nouvelle, c'est marquant. C'est marquant que la hausse de taux, on était il y a 2 ans au niveau le plus bas historique des taux à plus long terme, 10 ans. Ouais. Maintenant, on est de retour à des taux qui ressemblent plus au milieu des années 2000. On vivait complètement... c'était un monde dans lequel on pouvait vivre très normalement dans les années 2000. La bonne nouvelle, je pense, c'est que beaucoup de l'ajustement est maintenant fait. Je pense que les banques centrales sont près du niveau sommet qu'elles vont atteindre. Il va peut-être avoir un certain relâchement à court terme qui va donner un petit peu de relâchement. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'on retrouve une baisse de taux marquée dans les années prochaines. Ce qui a changé la donne sur le plan de l'inflation, notamment, c'est la guerre en Ukraine. C'est venu ajouter de l'inflation. Il y avait déjà un taux d'inflation qui était élevé. Quelle est l'implication de la guerre au Proche-Orient en ce moment?
Je pense que l'implication macroéconomique globale est plutôt limitée à ce stade-ci. Donc, le mécanisme de transmission se ferait principalement à travers le prix du pétrole. Mais pour l'instant, étant donné que si ça reste isolé c'est dramatique ce qui se passe, mais si ça reste isolé à la situation actuelle, il n'y a pas d'impact majeur sur beaucoup de réserves de pétrole qui permettent d'ajuster et d'éviter des chocs importants. Est-ce que le risque est élevé dans votre esprit? Le risque, pour l'instant, est contenu. Ce à quoi on suit de très près, c'est la possibilité d'escalation à un conflit plus régional. Ouais. Qu'est-ce que l'Iran fait dans ce contexte-là? Est-ce qu'on les accuse d'avoir participé? Et là, ça peut devenir plus régional, plus compliqué. Dans ce cas-là, là, ça devient un choc pétrolier, choc macro. Mais pour l'instant, je pense que notre scénario de base, c'est qu'on peut avoir espoir que c'est contenu. Et des conflits plus, je dirais pas locaux, mais plus économiques, comme la grève des travailleurs dans le secteur de l'automobile ou la voie maritime, par exemple, ici au Canada. Est-ce qu'il y a une implication importante sur le plan économique pour vous? Donc, le point plus général, plus macro, en fait, la raison pourquoi que les taux, on va être dans un environnement que les taux doivent être plus élevés en moyenne, c'est qu'il y a des pressions inflationnistes qui ne sont pas simplement l'Ukraine l'année dernière, qui ne sont pas simplement les pressions de la pandémie qui maintenant se résorbent, mais c'est le fait qu'on a depuis à peu près quelques années, 2020, à peu près 2020, on a des grosses tendances qui ont changé de direction. La démographie qui met de la pression sur le marché du travail va faire monter les salaires. Ça se manifeste à travers les négociations de contrats de travail à travers l'Amérique du Nord. Donc ça, c'est en train de se produire. On a aussi la géopolitique, on a parlé, qui fait en sorte que le monde maintenant est un monde dans lequel il est plus dispendieux de produire. Les risques impliquent des coûts plus élevés pour les entreprises, et donc ça, c'est une autre partie des coûts plus élevés. Et finalement, on a une transition énergétique qui est souhaitable à bien des niveaux, mais qui implique pour les prochaines années à venir un mix énergétique qui va être plus dispendieux. Qui est inflationniste, donc. Et on met tout ça ensemble. Donc, pour arriver à produire la même chose qu'on produisait avant, ça nous coûte plus cher et ça va se traduire dans des prix de ce qu'on consomme plus élevés, qui vont être maintenus plus élevés. Les banques centrales font ce qu'elles font pour essayer de le maintenir, le taux, mais l'inflation, mais pour arriver à le faire, elles devront maintenir un certain biais de resserrement. OK. Donc, une sorte de pression économique qui va se maintenir, là. Qui va se maintenir. Sur l'économie. Qui a un moyen de contrôler, qu'on contrôle, mais qui nécessite continuellement d'essayer de pousser l'inflation vers le bas. OK. Qui est l'opposé de ce qu'on a fait pendant 30 ans, de 90 jusqu'à 2020, où les banques centrales essayaient de pousser l'inflation vers le haut. Très intéressant, Jean Boivin. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.